Bonjour à tous. Bienvenue à ce lancement en direct de la Maison du développement durable. Logique et qui soutient le développement de ses membres, entre autres, par la gestion de bureaux dans ce premier bâtiment. Développement durable, la programmation d'expositions et d'activités culturelles à la Maison du développement durable, diagnostic et perspective, qui est organisée en collaboration avec l'INRS et la chaire Fernand Dumont sur la culture. Nous sommes en direct sur Zoom, également sur la page Facebook de la Maison du développement durable. Donc, que vous soyez sur Facebook, sur Zoom, n'hésitez pas à nous écrire. Fondamentale du développement durable. La culture, c'est le quatrième pilier, le quatrième pôle du développement durable. Maude Elvire Gravel, qui est étudiante-chercheur à la maîtrise en mobilisation et transfert des connaissances à l'INRS, à la chaire Fernand Dumont sur la culture, qui a fait une résidence chez nous à la maison en 2019. Elle a effectué une revue de nos actions liées à la culture comme quatrième pilier. Elle vient aujourd'hui nous présenter les résultats de sa recherche, dont les conclusions qui réaffirment la vocation de sensibilisation de la maison et apportent des perspectives vraiment intéressantes et nouvelles quant à l'engagement culturel qu'on devrait prendre pour les prochaines années. Rédactrice en chef de la communication environnementale et qui vont chacun apporter leur point de vue sur la sensibilisation au développement durable via les arts et la culture. Ça va être une conversation vraiment intéressante. Avant de débuter l'événement, c'est important de remercier nos partenaires sans lesquels ce genre d'événement et toute la programmation en fait, de la Maison de développement durable ne pourrait pas avoir lieu. Christian Poirier, qui vous en dira quelques mots sur l'impact de cette recherche sur le domaine de la mobilisation des connaissances. Merci, bon événement, à tout à l'heure. Merci beaucoup, José. D'abord, un grand merci à la Maison du développement durable, à José Duplessis, de l'invitation à me joindre à la présentation de l'étude C'est une composante du réseau de l'Université du Québec, comme l'UQAM et d'autres composantes. Avec quelques distinctions, on se spécialise dans des programmes de maîtrise et de doctorat. Et ensuite, on est divisé, je dirais, structuré sous des thématiques de recherche et non pas sous des départements. Il n'y a pas de département de psychologie ou de sciences politiques ou de sociologie. On s'intéresse à des thématiques, dont la thématique, évidemment, des sciences sociales plus largement et du champ culturel dans ça. Dans la culture, eh bien, la chaire Fernand Dumont sur la culture fédère l'ensemble des chercheurs, des étudiants en culture à l'INRS qui s'intéressent à des thématiques culturelles. L'autre caractéristique de l'INRS, dès sa fondation, ça a été d'avoir un souci pour ce qu'on peut qualifier de recherche partenariale, c'est-à-dire une recherche et un monde de la recherche, un monde de recherche qui vont être en lien avec des thématiques saillantes dans la société.
Et cette idée aussi qu'on a eue il y a déjà près de 15 ans de créer un programme en mobilisation et transfert des connaissances qui vise justement à former des personnes qui vont être à l'interface entre les milieux scientifiques académiques et les milieux de pratique et qui vont donc développer des projets vraiment ancrés dans les milieux avec stage à l'appui et un volet recherche et un volet transfert et mobilisation des connaissances. Donc, vous voyez un peu la perspective, c'est vraiment de remettre en question les frontières classiques, historiques, entre science d'un côté, société de l'autre, une science déconnectée de la société ou une société isolée de la démarche scientifique. C'est vraiment de croiser, d'enrichir les perspectives mutuelles, d'explorer l'interface entre les mondes, donc dans une démarche de co-construction des connaissances, avec un postulat, oui, d'égalité aussi, des intelligences, d'égalité épistémique, c'est-à-dire que chacun, quel que soit son rôle, sa posture, artiste, chercheur, organisme, peut amener un éclairage pertinent concernant une thématique complexe, et c'est bien entendu le cas avec les enjeux du développement durable. Bref, comment construire un regard, voilà, une pluralité de regards sur un monde commun, mais pas simplement en additionnant, voilà, des façons différentes de voir un même objet, mais en co-construisant l'objet, le développement durable, par la pluralité des regards. Donc, vous voyez, c'est vraiment une démarche qui se veut intégrer et c'est comme ça qu'on conçoit notre programme et qu'on conçoit aussi l'arrimage avec les partenaires comme la MDD qui, et là-dessus, la MDD l'a très bien compris dans quelle justement démarche on s'insérait, on s'inscrivait et donc a vraiment, je dirais de façon remarquable, accepté d'être partie prenante de cette philosophie, de cette posture. Et donc, le stage de Maud Elvire et son travail de recherche s'inscrit dans ce cadre-là. Et donc, la conférence qu'elle va nous présenter aujourd'hui, c'est l'aboutissement de son volet recherche et de tout travail, je dirais, de transfert aussi, de mobilisation, qui n'est pas terminé, évidemment, qui va se poursuivre. Mais sur ce, donc encore merci de l'opportunité de participer à ce projet qui a été vraiment conçu justement dans une démarche de co-construction, de circulation des connaissances dès l'amont. Hein. Il y a déjà plusieurs années, on a eu des rencontres avec José, tous ensemble, pour concevoir, voilà, à partir d'une thématique très générale, mais très concrètement, quels sont les besoins de la MDD, qu'est-ce que la recherche peut amener et Maud Elvire comme étudiante dans ce cadre-là. Et ensuite, comment interpeller aussi différents acteurs. Mathieu Régnier est là aujourd'hui, d'autres ont été aussi associés en cours de route, différents acteurs pour qu'il y ait aussi voilà, mobilisation de la recherche dans d'autres perspectives, donc nettement davantage axé sur l'action et la suite des choses avec des pistes très concrètes. Et on aura certainement l'occasion d'en entendre et d'en discuter. Merci beaucoup. C'est très apprécié, Christian, cette introduction. Effectivement, vous avez réussi à nous accompagner dans cette démarche de recherche avec un synopsis de recherche qui était assez clair. Hein? On a eu quelques rencontres il y a déjà longtemps de ça pour savoir si oui, on s'insérait ou pas là, dans cette liberté là, de la chercheure tout en l'appuyant. Merci beaucoup pour cette introduction. Maintenant, la pièce de résistance, Maud Elvire, je t'invite à venir nous présenter le fruit de cette recherche et puis quelques recommandations que tu auras à nous faire. Merci. Oui, bonjour. Bonjour à tout le monde. Merci d'être là. C'est ça. Brièvement, moi, j'aimerais juste mentionner que le choix de la Maison du développement durable, pour moi, c'était par un intérêt pour la culture d'une part, mais aussi pour le mouvement du développement durable au Québec. Et aussi, je trouvais que la Maison du développement durable était un endroit par et pour l'action publique, avec une forte mission de transformation sociale qui était aussi beaucoup en lien avec mon programme de recherche, de mobilisation et transfert des connaissances. Donc, pour moi, c'était l'adéquation parfaite de mes intérêts personnels et académiques. Donc, voici, je vais partager mon écran avec vous. Est-ce que... Oh, attendez. Oui, attendez une seconde. Excusez-moi. C'est pas ça, excusez. Je partage mon écran avec vous. Voilà.
Donc, c'est ça. Mon rapport s'intitule « La programmation d'exposition et d'activités culturelles à la Maison du développement durable, diagnostic et perspectives ». Puis aujourd'hui, c'est la présentation des résultats de recherche. Donc, un plan brièvement de la présentation. On va parler de l'historique du projet, de la base conceptuelle qui sous-tend la recherche, ses objectifs et sa méthodologie, le contexte dans lequel les expositions tiennent lieu, les expositions en tant que telles. Et ensuite, on va aborder les résultats des analyses, des entretiens que j'ai effectués au printemps-été 2019. Donc, selon les axes, les 5 axes suivants, les expositions qui ont lieu dans l'Atrium au Québec, la programmation d'activités artistiques et culturelles à la Maison du développement durable, le mandat de sensibilisation au développement durable de la MDD, des idées et suggestions pour l'avenir de la sensibilisation via la programmation, puis les avantages liés à la situation géographique, pour finir avec une conclusion ouverture qui résume le diagnostic et les perspectives. Donc, passons tout de suite à l'historique du projet. Donc, comme José l'a dit, ça fait quand même plusieurs années, en octobre 2017, au début finalement de mon parcours académique, que l'idée de recherche a germé. Ensuite, il y a eu une précision du besoin de recherche par l'organisme de la MDD. Il y a eu une première réunion avec le comité exposition en février 2019, le stage de recherche comme tel au printemps 2019, le rapport qui est arrivé l'été dernier, puis des présentations à l'interne à la MDD à l'automne. Et puis, il y a eu un panel aussi sur l'art et le développement durable qui faisait en quelque sorte partie en avance des recommandations, l'application des recommandations du rapport. Et puis aujourd'hui, le grand jour J du dévoilement public des résultats de recherche pour le bénéfice de la communauté. Donc, la base conceptuelle qui sous-tend la recherche, en fait, c'est, je dirais globalement, comment l'art peut-il changer le monde? Donc, tout bonnement. Mais en fait, c'est que comme la Maison du développement durable a plusieurs organismes, accueille plusieurs organismes, programme plusieurs activités, bien, ces activités-là sont à plusieurs niveaux techniques ou figuratifs. Donc, pour moi, je voyais comme la Maison du développement durable comme un ensemble, un dispositif de sensibilisation finalement au développement durable. Donc, c'est des notions théoriques qui sont amenées par la sociologie des mouvements sociaux. Donc, dans les modes de coordination des actions collectives, il y a des sociologues français qui ont parlé de différents dispositifs qui fonctionnent en coordination. Donc, les dispositifs de sensibilisation, c'est les ensembles de ressources déployées afin de susciter des réactions affectives qui prédisposent à s'engager, à se mobiliser. Puis pour moi, des expositions d'art qui traitent de développement durable dans la MDD pouvaient absolument correspondre à ce critère-là. Puis, Christian Tajani, lui, les met en coordination avec les dispositifs experts que la MDD déploie aussi là, par toutes ses activités puis toutes les conférences qui sont de caractère plus technique ou documentaire, je dirais. Voilà. Mais c'est sûr que c'est ça. L'objet de ma recherche, c'était effectivement les expositions à la MDD. Donc, l'objectif plus global, c'était de comprendre et de documenter l'expérience liée aux expositions et à la programmation d'activités culturelles à la Maison du développement durable et de réfléchir à sa mission de sensibilisation et aux partenariats potentiels à réaliser pour améliorer la portée de ces activités. J'ai utilisé une méthodologie qualitative, donc l'étude documentaire des grilles de sélection des expositions, les communiqués de presse, les fichiers de chacune des expositions, les rapports annuels, les études d'impact qui ont été émis ou commandés par la Maison du développement durable. Puis ensuite, il y a eu une partie des entretiens où j'ai rencontré 14 personnes, soit
des membres du comité d'exposition, des employés de la MDD, de ses membres, et des membres de ces organismes et de son conseil d'administration. Puis, c'est ça, l'analyse de ces résultats, bien, c'est sûr que c'est dans une démarche compréhensive, puis afin aussi qui correspondent à la réalité puis des besoins exprimés par la Maison du développement durable. Donc, c'est, je dirais peut-être de façon informelle, là, à mi-chemin entre un rapport de recherche puis un rapport de consultation. Donc, le contexte des expositions à la Maison du développement durable, les expositions, comme la plupart et la quasi-totalité des événements programmés par la MDD, ont lieu dans l'Atrium Hydro-Québec. Les expositions ont commencé dès les tout débuts de la fondation là, de la MDD. C'est à la demande du conseil d'administration qui demandait en fait d'animer l'espace, puis pour avoir un processus démocratique, comme selon les modes de fonctionnement en vigueur à la Maison du développement durable, bien, il y a eu la création d'un comité d'exposition qui était paritaire entre des spécialistes du développement durable et des arts visuels. Donc, les buts recherchés par la présentation d'exposition dans l'atrium de la MDD depuis le début, c'était d'utiliser l'art comme moyen de sensibilisation du public aux grands enjeux du développement durable, élargir le public de la maison en participant au rayonnement de celle-ci et de ses membres, favoriser la participation des membres de la communauté artistique dans la réflexion collective sur les grands enjeux posés par le développement durable, offrir un lieu de diffusion pour soutenir les artistes, puis enrichir l'offre culturelle et la programmation tout en dynamisant l'atrium de la maison. Donc, après plusieurs années de fonctionnement, bien, il y a eu comme un pas de recul pour voir où en était le processus après plusieurs années de la maturité, puis plus de 65 expositions à son actif. Donc, les expositions comme telles, elles étaient sélectionnées selon des critères de compatibilité technique avec les équipements et la réalité de la maison, le lien avec le développement durable, la qualité de l'exposition, la démarche artistique et l'originalité. Au fil des ans, on voit ici les proportions. On voit que que pratiquement le 3/4 des expositions présentées étaient des expositions de photos documentaires. Et puis, le dernier quart qui reste se divisait entre majoritairement des expositions d'art visuel. Il y a eu aussi des installations audiovisuelles, puis des expositions de design. La forte majorité de photos documentaires est probablement expliquée par le fait que il y a beaucoup des organismes membres de la MDD qui font appel à des artistes photographes pour documenter leurs activités. Et puis aussi, il y avait de longue date un partenariat avec le Zoom Festival Photo de Saguenay qui avait un concours, puis où est-ce que le gagnant du concours méritait d'exposer à la Maison du développement durable. Donc, on peut déjà prendre une petite pause, puis je vous propose de regarder quelques photos et des expositions qui ont eu lieu dans les dernières années. Donc, ici, on a Planton cosmique. Ici, Histoire de vélo par Cyclo Nord-Sud. Ici, Valérie Léonard, une gagnante de l'édition 2018 du concours dont je parlais tout à l'heure. Ici, Michel Huneau, qui est le doyen qui a beaucoup exposé à la Maison du développement durable. Et puis, quelque chose de plus figuratif, là, Solastalgia. Donc, on peut maintenant passer aux résultats. Pour ce qui est des expositions qui ont eu lieu dans l'Atrium Hydro-Québec, c'est sûr que ça, c'est tiré des entretiens avec des gens qui sont liés de près ou de loin là, aux expositions.
Et puis, voilà. Donc, globalement, ce qu'on retient, c'est que les expositions sont généralement considérées comme une plus-value qui permet d'ouvrir la discussion sur les enjeux du développement durable, qui anime l'espace. Et puis, on peut aussi, quand on parle aux gens qui sont plus derrière la production des expositions, constater que la combinaison d'activités autour de l'exposition permet d'augmenter le retentissement de celle-ci. C'est sûr que là, en ce moment, ce n'est pas d'actualité, mais tu sais, comme la présence au vernissage, par exemple, des choses comme ça. Par contre, aussi, ce qui est décrié par beaucoup de personnes, c'est l'absence de cachet, qui est un obstacle majeur à la participation d'artistes professionnels. Donc, il y a souvent eu le commentaire que, tu sais, que la MDD se situait entre le café et la galerie. Ce n'est pas un espace vraiment professionnel. Puis, que ça attire des artistes émergents, disons. Donc, puis aussi plusieurs contraintes physiques qui empêchent de rendre justice aux œuvres présentées dans l'Atrium. On pense à l'éclairage en contre-jour, on pense à la circulation, l'absence de surveillance. Il y a plusieurs choses qui font que ça limite finalement le choix des expositions qui sont possibles d'être présentées. Puis aussi, on se rend compte, en discutant avec les gens, que l'objectif de tenir 8 expositions par année, que la MDD s'était fixée dès le départ, était très ambitieux et puis qu'on réalise au fil des ans que c'est trop élevé compte tenu des moyens en place. Par rapport à la programmation d'activités artistiques et culturelles à la MDD, juste un petit rappel, dans la programmation, c'est ça, il y a les expositions, mais il y a aussi des projections de films, de la participation annuelle à la Nuit blanche du Festival Montréal en Lumière. Il y a un parcours muséal, les visites guidées, la maison est visitable chaque semaine par des guides d'Hydro-Québec. Il y a des performances artistiques qui ont eu lieu à l'occasion du dévoilement de la programmation, par exemple. Il y a eu des projections sur l'immeuble qui ont déjà eu lieu aussi. Puis, il y a le Salon des artisans récupérateurs qui a aussi lieu à la période de Noël. Donc, ce qu'on réalise, c'est que la programmation d'activités culturelles à la MDD implique de nombreuses tâches, exige la planification, de la présence et du temps, puis que les retombées de ce travail sont souvent sous-estimées et les impacts difficilement mesurables aussi. Donc, c'est un peu, pas des bouteilles à la mer, je dirais, mais c'est difficile de faire de la reddition de comptes là-dessus. Donc, par rapport, par contre, aussi au mandat de sensibilisation au développement durable de la MDD, bien, c'est l'unanimité, en fait. La sensibilisation au développement durable est indissociable de la mission de la MDD. Puis, on comprend aussi, en discutant avec les gens, que l'art est un moyen pertinent et parlant pour effectuer de la sensibilisation aux enjeux du développement durable. Pas que, c'est certain, là, mais l'utilisation de l'art à l'intérieur d'un dispositif de sensibilisation qui combine d'autres activités de médiation, qui permet d'améliorer la mobilisation autour d'un message. Là, je ferai une petite aparté pour Christian Poirier, pour dire, justement, pour définir un petit peu mieux la médiation qui, en fait, vise un peu la participation citoyenne dans une perspective de transformation sociale. C'est quelque chose qui s'applique très pertinemment aux enjeux du développement durable quand on sait le changement de société que ça peut pouvoir impliquer. Donc, il y a beaucoup d'idées et de suggestions pour l'avenir de la sensibilisation via la programmation. Donc, il y aurait, premièrement, aussi programmer annuellement 3 ou 4 expositions d'artistes ayant des projets spécifiques pour la MDD. Donc, moins d'expositions, faire moins pour faire mieux, finalement. Et puis, on pourrait faire autrement, présenter aussi des expositions de type socio-historique qui relatent les moments forts du développement durable ou des personnalités fortes qui ont contribué. Il y a aussi, pour peut-être diversifier les publics, aller toucher les jeunes et leurs familles, faire annuellement une exposition concours pour présenter des travaux d'art environnemental, en partenariat avec des maisons d'enseignement qui offrent des programmes qui permettent aux jeunes artistes de développer cette vision-là de leur pratique. Donc, il y aurait aussi d'installer une vitrine permanente où seraient disposés des objets fabriqués par les artisans récupérateurs et
ou des livres sur les enjeux du développement durable et pourquoi pas des œuvres d'artistes de renommée internationale qui traitent aussi du développement durable sans avoir leurs œuvres telles quelles sur place. Il y a évidemment l'impératif de trouver le budget pour financer la production d'expositions si on est intéressé à ce que des artistes professionnels amènent leur projet à la MDD. Puis, une autre idée aussi qui était largement partagée, qui valorisait aussi le rôle de la MDD comme espace catalyseur pour l'échange d'idées puis de bonnes pratiques sur le développement durable. Donc, de transformer le comité exposition, en fait, en élargissant sa mission, qu'il devienne un comité art, culture et développement durable, dont le mandat serait d'orienter et d'alimenter une programmation d'activités d'information, de réflexion et de discussion sur les liens entre la culture et le développement durable, dans un sens comme dans l'autre. Les pratiques des organismes culturels plus verts et aussi comment le propos, finalement, des œuvres présentées peut servir le développement durable. Donc, pour terminer, les avantages liés à la situation géographique, bien, justement, la Maison du développement durable a pignon sur rue en plein quartier des spectacles. Donc, un lieu bien animé où est-ce qu'il y a beaucoup de festivals, donc un public disponible. Donc, il y aurait avantage, la MDD aurait avantage à tirer profit de sa situation géographique centrale et accessible pour faire connaître ses activités par un affichage éloquent. On parlait d'une plus grande ouverture sur la rue, ou d'ouverture des portes vers le parc, tout ça pour inciter les gens finalement qui sont un petit peu plus timides à ouvrir la porte de la MDD puis voir qu'est-ce qui se passe, regarder une exposition qui se trouve, se renseigner sur le développement durable, être sensibilisé. Puis aussi l'idée de planifier des activités satellites aux programmations des grandes institutions culturelles du voisinage pour attirer les publics qui sont drainés par ces institutions-là. Mais c'est ça, dans une volonté de synergie avec le voisinage. Donc, je vais t'inviter à conclure, oui. Oui, donc c'est ça. Finalement, ce qu'on retient, c'est la nécessité d'adapter la volonté d'offrir des services au public et aux membres avec les contraintes et les réalités liées à la MDD et selon les priorités de sa planification stratégique, évidemment. Puis aussi, l'idée de la possibilité de permettre les échanges entre les artistes et les organisations culturelles, les experts et les citoyens sur les démarches et les pratiques de développement durable et leurs enjeux en culture. Merci. Merci de cette réflexion et de beaucoup de pistes sur lesquelles tu nous as amenés, avec lesquelles on a réfléchi puis on a déjà commencé à agir. On n'est pas parfait, c'est sûr, là, mais merci beaucoup. Je vais passer la parole à Mathieu Rignet, qui est le premier qui va commenter le travail de Maud Elvire et puis ses recommandations. Mathieu était depuis les débuts sur le comité exposition, alors il est comme notre représentant de la mémoire des expositions. À toi, Mathieu. Merci, merci Josée. Merci pour l'invitation. En fait, je suis vraiment heureux de participer au lancement de ce rapport de recherche-là. À mon avis, ce rapport-là, puis la présentation d'aujourd'hui, ça pose des assises de ce qui pourrait poindre pour la Maison du développement durable en lien avec l'intégration concrète de l'art comme volet de sa mission, ou des arts. Puis en particulier, sa mission de sensibilisation au développement durable. Je trouve intéressant, je peux me permettre que vous ayez réuni une chercheure, bon, disons que sans elle, on ne serait pas ici, mais que vous ayez réuni une chercheure, une historienne de l'art et moi qui travaille en environnement avec des musées à vocation scientifique. Clairement, la MDD, elle crée des ponts entre les milieux, puis elle met en commun le partage des savoirs ou le partage de savoir. Le rapport le souligne, Maud Elvire en a parlé. Premier commentaire, peut-être, je dirais que maintenant, selon moi, c'est à la MDD de le proclamer plus fort, ce
ce qu'elle fait à ce niveau-là, parce que c'est admirable. Le seul fait de publier le rapport, parce que le rapport va être publié puis rendu accessible aux visiteurs du site web, je pense, de la Maison du développement durable, ça va être d'intérêt pour ceux qui nous écoutent. Puis ça aussi, c'est admirable de transparence. C'est quelque chose que je pense qui est une bonne chose. En parlant de bâtir des ponts, je ne peux pas m'empêcher de vous raconter, de vous dire quelque chose qui vient de se passer avant même d'en avoir parlé à mon patron. Peut-être que c'est un oups, là, mais j'ai eu un bel échange cette semaine avec la titulaire de la chaire de recherche du Canada en art, écotechnologie et changement climatique. C'est un échange de base, mais ça pourrait mener à une collaboration sur un projet art et environnement. Puis, comment j'ai découvert l'existence de cette chaire-là, que je ne connaissais pas en discutant avec mes collègues du ministère de l'Environnement, la biosphère étant gérée par Environnement Canada, mais tout simplement après la lecture d'un article dans la revue Vie des Arts. Donc, on va entendre parler peut-être tantôt, pas l'article comme tel, mais la revue, on entend parler un petit peu. Donc, je me dis, oui, on fait tous partie de cet écosystème de l'art et de la science. Par extension, on est aussi dans celui de l'art et du développement durable. Je ne sais pas si vous entendez mon collègue qui intervient. C'est un petit chien. Donc, je disais, le petit chien m'a distrait. Je disais qu'on faisait tous partie de cet écosystème-là. On est tous un peu, comment dire, des collègues dans l'atteinte de ces objectifs-là. Puis je me dis, si je reviens à ma petite histoire de Vie des Arts, c'est que je me dis que si une revue en art visuel peut être derrière le développement de ce genre de pont-là, je me dis qu'est-ce que la MDD peut accomplir? La MDD peut faire beaucoup, surtout que le développement durable, c'est sa business. Donc, pour revenir peut-être plus en détail là, sur le rapport de la chaire Fernand Dumont sur la culture, on l'a vu, là, c'est un volet de la mission de la MDD, c'est au cœur de son existence, l'intégration de la culture en sensibilisation. Certains diraient même que c'est dans son ADN. Dans ceux qui connaissent bien l'histoire de la MDD se rappelleront de ses origines communautaires. Ça a été fondé par des organismes militants très impliqués aussi dans la société, puis très proches du milieu de la culture dès le départ. Je ne vais pas contredire Maud Elvire, je suis convaincu que combiner les arts, c'est un moyen fort pour réussir cette sensibilisation-là. Puis on le constate, nous, à la Biosphère, le Musée de l'Environnement, on collabore avec des artistes depuis maintenant plus de 25 ans. Puis à chaque fois, ça marque, ça touche les visiteurs d'une manière très particulière, qui n'est pas celle... qui n'est pas de la même façon qu'ils sont touchés par des expositions, des fois de nature très didactique. Oui, José mentionnait que j'étais dans le comité depuis un bout de temps, mais je visite aussi la maison depuis longtemps. J'ai organisé des rencontres à la maison pour une association un certain temps. Puis je suis certain que l'institution est vraiment bien placée pour intégrer plus de culture dans sa programmation. Je dirais plus là, ici, parce que la MDD, elle ne part pas de rien. Et la MDD est au cœur du quartier des spectacles. Là. Maud Elvire en a parlé. Il faut en tirer profit. Elle est en plein centre-ville. C'est un lieu où la culture elle trouve sa place naturelle, c'est-à-dire parmi nous, en société. La MDD, c'est un lieu de rencontre, de réflexion depuis longtemps. C'est un lieu d'échange. Puis ça a le potentiel, en fait, en termes de culture, peut-être de devenir ce qui serait comme le perron d'église de nos grands-parents. Un lieu où on peut discuter des enjeux du développement durable dans une perspective qui est celle de peut-être pour faire écho à ce que Christian disait tout à l'heure, de la pluridisciplinarité, qui est très importante en développement durable. On connaît le concept du développement durable, puis le fameux diagramme de Venn, qui place la durabilité en son centre. Moi, je dis que le concept même de durabilité, c'est un paradigme culturel. Donc, j'avancerais même que c'est peut-être au centre de ce diagramme de Venn-là qu'on pourrait insérer la culture, qu'on pourrait placer la culture. Le rapport le souligne, on l'a vu dans les diapos,
je reviens un petit peu là, sur l'expérience que j'ai eue avec le comité. C'était assez lourd pour une petite équipe d'organiser 8 expositions par année, puis d'offrir la meilleure plateforme possible pour les artistes, et ça aussi 8 fois par année. Vu la nature du lieu, vu le fait que c'est difficile d'avoir les sous tout le temps pour offrir les cachets, comme Maud Elvire disait. Donc, réduire les expos à 2 ou 3 ou 3-4 par année me semble être une bonne idée, surtout s'il y a d'autres formes d'art qui s'intègrent à la programmation, musique, danse, performance. Puis même, si je peux me permettre là, une piste, la programmation, ça pourrait même être à l'extérieur des murs de la maison, de façon ailleurs en ville, ailleurs à Montréal. Je passerais peut-être, je ne sais pas, j'ai pas beaucoup de temps, José, mais sur le site web de la maison, il y a notre, comment dire, un peu les objectifs du comité de l'époque qui sont, selon moi, encore très pertinents. Puis, si je l'ai imprimé, si je peux lire le premier objectif, vous allez voir que c'est juste une belle continuation. En fait, c'est d'utiliser l'art comme moyen de sensibilisation du public aux grands enjeux du développement durable, puis d'élargir le public de la maison en participant au rayonnement de celle-ci puis de ses membres. Vous pourrez lire la suite là, sur le site web, mais tant qu'à vous lire, tant qu'à lire en Facebook Live, tant qu'à lire devant vous, là, j'aimerais en fait reprendre les mots de Jade Boivin qu'on va entendre tantôt. Dans un éditorial récent, moi je lis la revue des arts depuis plusieurs années. Je remarque qu'il y a de plus en plus d'intérêt pour les questions art et environnement, par exemple, qui est mon dada personnel. Dans le dernier éditorial, elle suggère une mobilisation pour éviter que l'art devienne un vase clos. Puis la solution qui est proposée, c'est un peu celle de la Maison du développement durable, c'est de bâtir des ponts. Bon, je pense que la Vie des arts parlait de ponts pour la revue, mais c'est le même principe, en fait. C'est la co-construction dont parlait Christian tantôt. Elle parle de médiation, elle aussi, qui devient de plus importante là, en période d'adaptation à la pandémie. Puis laissez-moi lire deux petits bouts. Donc, ce dernier éditorial-là mentionne qu'à terme, cette médiation-là va impacter les formes des œuvres elles-mêmes, qu'elle favorisera des initiatives communautaires, qu'elle resserrera les liens entre l'art et la société. Puis Vie des arts rajoute, pour que l'art s'immisce encore plus dans les quartiers, dans les rues, dans les foyers, ou qu'il aille à la rencontre du public là où il est. Alors, il est où le public? En fait, il est dans la rue, il est dans les parcs, il est dans les espaces souterrains à Montréal, il est à la biosphère, au Musée de l'Environnement, mais il est aussi à la MDD. Il y a beaucoup de gens qui vont à la MDD pour toutes sortes de raisons. Donc, il est là le public. Il faut bâtir des ponts avec eux. Le même éditorial, je finirai là-dessus. C'est le dernier numéro, donc c'est encore frais. C'est le dernier numéro de la revue. Mentionne que c'est faux de dire que l'art ne concerne que l'art, hein, comme certains le disent. On ne peut pas nier le rôle économique, social, environnemental, les trois volets du développement durable, à l'art. On ne peut pas nier son rôle communautaire ou identitaire non plus. C'est très fort. Puis à mes yeux, vraiment, je finis là-dessus, l'art il est central pour une transition écologique qui se ferait sans heurts, qui serait acceptée facilement par la société. Puis si la MDD souhaite participer à cette transition-là, puis je crois déjà que c'est le cas, là. Je ne connais pas tout ce que vous faites, mais je crois que c'est déjà le cas. Si vous voulez participer à cette transition-là, je pense que vous devez continuer dans cette même direction-là en bâtissant des ponts. Alors voilà, je finirai là-dessus, puis s'il y a des questions après, je participerai. C'est très apprécié, Mathieu, ton engagement avec la Maison de développement durable et ta réflexion profonde que tu nous livres juste maintenant. Puis, je sais que tu as offert d'être là pour la suite, alors on va le co-construire ensemble, ce pont-là, entre toutes les disciplines. Puis, c'est une belle façon de passer la parole à Jade. Je t'invite, Jade, ensuite, après ton petit commentaire, parce que le temps avance, on a pris un peu de retard, il faut que je fasse ce rôle-là, d'ensuite lancer la discussion entre les panélistes après ton commentaire. Ouais.
Parfait. Merci beaucoup, Josée. Merci beaucoup de l'invitation. Maud Elvire, en Maison du développement durable. Merci, Mathieu, pour ta lecture attentive de Vie des arts. Nous, on est un média spécialisé, quand même niche sur les arts visuels contemporains. Mais c'est sûr qu'on veut quand même démocratiser l'art. Notre mission première, c'est l'information et l'éducation à un plus large public. Fait que c'est sûr qu'on est quand même intéressé à créer des ponts qui sont transdisciplinaires, un peu dans une logique qu'est-ce que Christian Poirier, excuse-moi, disait tout à l'heure sur l'égalité épistémique. Je trouve que c'est quand même intéressant parce que l'art, c'est aussi une création de savoir et une création de connaissances. J'aimerais ça commenter un peu le rapport à Maud Elvire. Je vais le faire quand même assez bref, là, mais il y a vraiment des belles pistes de réflexion là, pour créer des contextes comme professionnels. Je pense qu'il faut quand même souligner la pertinence dans les conclusions de ce rapport d'offrir des cachets aux artistes pour consulter, pour constituer une programmation artistique, parce que c'est sûr que ça fait partie des enjeux de la viabilité donc des arts que de donner des bonnes conditions d'accueil aux artistes. Peut-être que je peux juste recommander d'aller voir les documents guide de référence là, que le CARFAC fait. Les CARFAC, c'est un regroupement d'artistes qui vise justement à donner des bonnes pratiques là, par rapport à la rémunération des artistes. Là. Fait que ça peut peut-être être quelque chose qui est une bonne piste de réflexion à aller voir. C'est sûr que d'aller chercher des collaborateurs professionnels, ça permet aussi de multiplier les formes de création. Il y a tellement d'artistes là, qui réfléchissent aux enjeux du développement durable, de l'écologie, de l'engagement citoyen que c'est le fun justement de créer des ponts. L'art contemporain, l'art des arts visuels, c'est vraiment un art qui est comme très engagé à son temps. J'imagine que c'est un peu la même chose aussi en danse, en théâtre, etc. Les artistes sont pas indifférents à la société, ils font partie de la société, puis cet engagement-là se manifeste vraiment dans des formes qui sont très variées. Ça veut aussi dire qu'il existe une niche d'artistes qui sont spécialisés sur les questionnements de l'environnement, du développement durable, de l'écologie, de la concertation citoyenne, qui sont peut-être pas nécessairement dans des démarches qui sont militantes, mais qui peuvent aussi être militantes. C'est sûr qu'en tant que rédactrice en chef de Vie des arts, j'observe beaucoup là, le milieu de l'art contemporain, puis il y a un intérêt, là, comme je pense que les artistes veulent aller au-delà de juste représenter la nature ou de représenter les impacts écologiques ou les crises écologiques. Parce que des fois, juste de créer une représentation, ça nous met un peu face à notre inaction, finalement, face à la crise climatique, plutôt qu'on voit qu'il y a un intérêt des artistes de vouloir répondre, agir, participer à un éveil, peut-être même à un réenchantement du monde, dans le fond. Tu l'as mentionné dans une des conclusions de ton rapport que tu suggères d'élargir les formes de création au-delà de la photographie documentaire. Je trouve que c'est un point qui est super intéressant parce que les formes de l'art contemporain sont extrêmement variées. Puis, c'est vrai que d'une certaine manière, on réagit quand même très différemment aujourd'hui à l'image. On est un peu surexposé à l'image. Puis, je pense qu'il y a beaucoup d'artistes qui vont au-delà de ça puis qui essaient juste d'amener des positions un peu plus actives, peut-être de proposer des pistes de solutions sur des logiques de co-création. Voilà. Fait que ça, c'est vraiment super. J'avais noté d'autres. Ouais, voilà. Parce que c'est ça, l'art a une force d'évocation. C'est sûr que l'art s'intéresse à l'esthétique. Il y a une force qui n'est pas nommée, mais qui va évoquer les choses. Ça peut aider, bien sûr, à faire la médiation envers le public, peut-être pour que le public puisse s'approprier des informations scientifiques. Tu l'as mentionné aussi dans une des conclusions, d'utiliser l'art comme une sensibilisation. Puis je dirais même qu'on peut concevoir l'art aussi comme une manière d'interpréter des données scientifiques ou de pouvoir aider à la concertation citoyenne. Mathieu, tantôt, il nommait une artiste qui avait écrit un texte dans la Revue des Arts, je l'ai nommée, elle s'appelle Gisèle Trudel, qui est la titulaire de la Chaire de recherche du Canada en mort, écotechnologie des pratiques et changements climatiques 2020-2025. Elle a signé un article récemment dans la Revue des Arts qui parlait de justement son développement de recherche-création, qui est une mobilisation de co-création pour aussi, à travers des interventions artistiques publiques, d'aider le public à interpréter donc, des données scientifique. Fait que c'est le fun de voir que l'art contemporain, c'est aussi des manières de créer des formes d'agentivité, donc des formes de pouvoir dans l'action de la création, mais aussi dans l'action de la réception d'une œuvre d'art ou même de la co-création d'une œuvre d'art, avec des méthodes qui sont très, très perméables au champ non artistique. Mathieu l'a mentionné tantôt, mais c'est vrai que l'art contemporain n'est pas en vase clos, donc je salue vraiment ça.
Une des recommandations, d'ailleurs, que tu disais, Maud Elvire, là, dans ton rapport, c'était de favoriser des créations en contexte qui sont spécifiques à la Maison du développement durable. Je pense que c'est vraiment super de vouloir favoriser ça parce que vous êtes à un lieu quand même central sur Sainte-Catherine, au centre-ville, proche de la Place des Arts. Peut-être que ça pourrait être aussi intéressant d'explorer la possibilité de mettre en place des programmes de résidence ou même des programmes qui aideraient les artistes au stade de recherche ou de production de leurs œuvres, qui des fois viennent favoriser un peu la co-création ou la multidisciplinarité. Voilà. Puis, juste saluer aussi l'idée de réduire le nombre d'expositions annuelles, parce que 8, c'est énorme. Je pense que de plutôt essayer d'aller vers une concertation des ressources, une concentration des ressources pour mieux accueillir, planifier à long terme les expositions, mais donner un espace aux artistes pour avoir leur mot à dire, finalement, dans la grande discussion du développement durable. Voilà. Donc, merci beaucoup. Je vais peut-être lancer rapidement vers la période de questions, un peu comme pour tout le monde. J'avais une question qui était un peu plus ciblée sur le comité, en fait, d'exposition de la Maison du développement durable. Donc, peut-être José ou Mathieu, vous pourriez répondre parce que c'est ça, je vais lire un peu l'extrait qui est écrit sur le rôle de la maison. Là. La maison considère la culture au sens large et l'art en particulier comme une dimension fondamentale du développement durable. Il y a ici une affirmation qui est fondatrice du service d'exposition dans la mission même de la Maison du développement durable. Est-ce que vous entendiez alors dans votre comité qu'il fallait voir plus grand en ouvrant la porte aux autres pans de la culture? J'étais pas là à l'époque. Merci, Jade, pour ton commentaire. Mathieu pourra peut-être plus répondre. J'étais pas là à l'époque. La mission de ce comité-là était grande et puis le moyen d'action pour le mettre en œuvre a été circonscrit à des expositions. Et puis, comme dans la vie quotidienne, on continue ce qu'on fait, parfois sans se questionner. Puis c'est après plusieurs années que quand on est arrivé au comité, moi, puis je pense Christelle, puis on a dit, est-ce que de faire un arrêt pour reculer, pour réfléchir, est-ce que ça vous conviendrait ou est-ce que vous seriez insulté? Et l'ensemble des membres ont fait, oui, oui, bonne idée. C'était comme ils étaient dans un souffle essoufflé de gérer ça comme ça. Puis il y avait déjà des portfolios, plusieurs portfolios qui avaient été acceptés. Fait qu'on était correct là, pour presque 2 ans sans laisser rien arriver dans la maison pour prendre ce temps-là. Puis le moment était parfait avec l'arrivée, la proposition de Maud Elvire, puis Christian. Donc, même si parfois c'est dans les objectifs d'une organisation ou d'un comité, parfois on s'égare dans les détails. Là, alors, c'est bien ce qu'on fait. Là, ouais. Mathieu, je ne sais pas si tu veux compléter. Je regarde, il était 49, puis si on veut laisser le temps à des gens... Je suis d'accord, je n'ai rien à ajouter. Je pense que c'est une intuition. Ouais. C'était une bonne intuition, puis c'est lié à ce que je disais sur le diagramme de Venn. La culture est au centre, est au cœur du concept de développement durable. Parfait. Est-ce que tu veux lancer une question, Mathieu? Peut-être, comme on a l'opportunité d'avoir Maud Elvire et Christian avec nous, là, peut-être bien de... J'avais une question, en fait, que j'ai notée. Je pourrais... peut-être un petit peu théorique, mais c'est assez intéressant. Vous parlez de dispositifs de mobilisation. C'est un terme, je pense, qui est assez universitaire, mais qu'est-ce que vous entendez? Vous dites que la maison est un dispositif de mobilisation. Qu'est-ce que ça veut dire dans votre domaine? Qu'est-ce qu'on entend par ça? Bien, un dispositif, ce serait un ensemble d'éléments coordonnés dans un but à ce niveau-là. -là, c'est sûr qu'il y a des théories du dispositif aussi. Là. Il y a des colloques là-dessus, j'imagine. Mais pour reprendre les mots de Christian Traini, pardon. Non, Christophe, excusez-moi, Christian, c'est je me mélange. Donc, c'est ça, c'est que lui, il y a les dispositifs
de sensibilisation, qui sont tous les moyens mis en œuvre par les militants pour susciter les réactions affectives. Tandis que les dispositifs experts, ben, eux, c'est comme s'adressent plus à l'intellect parce que, en fait, ce qui est intéressant dans cette recherche-là, c'est la nature composite des mobilisations. On parle de transdisciplinarité, mais il y a aussi comme sensibilité, je dirais, ou comme on disait, transintelligence. Donc, tu sais, il y a entre le spectre entre de faire réagir et de faire réfléchir, entre le figuratif et le descriptif, entre le poétique et le technique, bien, tout ça, ça se doit de cohabiter parce que les publics sont divers, les personnes sont des individus avec, de part et d'autre, là, des références ou des connaissances. Ou, tout ça, ça fait que, comme dans une marche, là, comme la marche pour le climat ou le Jour de la Terre, bien, tous les gens qui se retrouvent là sont mus par quelque chose, mais toutes ces choses-là, c'est quand même individuel. Donc, au début de ma recherche, je me demandais, est-ce que les gens qui travaillent à la Maison du développement durable consomment plus d'art environnemental que ceux... est-ce qu'ils ont été touchés par l'art plus? Est-ce que c'est ça qui est leur motif d'engagement? Mais ça n'a pas été le sujet de ma recherche, mais comme disait Jade, les artistes font partie de la société. Quand tu as une sensibilité artistique, un talent, mais c'est sûr que tu vas exprimer quelque chose via ça. Quand tu es un chercheur en écologie ou en biologie, tu participes à la transformation, ou tu essaies de donner plus d'informations pour mobiliser le milieu scientifique ou politique. Donc, selon moi, c'est ça l'idée du dispositif plus simplement, puis comment il s'applique finalement dans l'action collective puis les mobilisations citoyennes. On a reçu, pardon, hein, je vous interromps, on a reçu quelques commentaires, questions de 3 personnes, en fait, du public. Alors, avec le temps qu'on a, je vais prendre l'initiative de vous les mentionner les 3, puis je crois que ça pourrait être, bon, il y a moi qui peux répondre un peu pour la maison, ensuite, peut-être Maud, Elvire, Mathieu peut-être aussi, en tout cas. Donc, on a Marie-Lise Bergeron de la FICHIM qui nous dit dans le segment dispositif de sensibilisation, quelle serait la place de l'accessibilité universelle? Excellente question. Donc, l'inclusion, hein, la partie sociale du développement durable. Ariane Bourget de Culture pour tous qui revient sur cette idée-là de miser sur des expositions socio-historiques. Elle dit que ce serait peut-être plus intéressant, plus innovateur de miser sur des démarches artistiques qui permettent aux visiteurs d'entrer dans une relation sensible, voire poétique, sensorielle, avec le développement durable. Donc, c'est ce qu'on a envie d'explorer pour la suite, là, différentes formes d'art, musique, danse, performance, etc. Alors, merci, Ariane. Et puis, elle se permet de redire que de ne pas avoir de cachet pour les artistes, c'est un must, surtout que le développement durable doit réduire les inégalités sociales. On le sait très bien, on n'a juste pas pris le temps de trouver les ressources. Je réponds déjà d'emblée. Puis Jean-Thomas Bernard qui dit, peut-on favoriser la présentation d'œuvres d'art inspirées par la nature et le développement durable, pas seulement des œuvres, en particulier des photographies. La photo est tellement partout aujourd'hui au détriment de l'expression artistique qui est fondée sur une relation intime de l'artiste avec son sujet, sur une recherche de beauté qui transfigure le monde. Donc, 3 interventions vraiment intéressantes. Je ne sais pas qui se sent inspiré là, dans les dernières 2 minutes là, pour essayer de toucher ça, ces 3 pans-là. Là. Il y a rapidement, il y a beaucoup de points qui ont tout super intéressants. Par rapport au cachet, on en parle depuis tantôt. Ouais, mais, quelque part, il y avait aussi quand même toutes sortes d'aides offertes aux artistes, puis entre autres la possibilité pour eux de vendre leurs œuvres sur place. Des fois, ils avaient leurs propres commanditaires. Donc, c'est sûr que c'est toujours une lutte là, pour les artistes de trouver des financements dans des contextes comme ça, mais on les aidait de différentes façons. Donc, je disais ça juste un petit retour, mais puis l'accessibilité universelle, ça c'est plus lié à la maison, mais j'ai l'impression que la maison est très
je la connais, puis ça La semble maison bien. est accessible partout, les corridors sont larges, etc. Là, donc, oui, oui. Maud Elvire, je ne sais pas si tu avais un petit commentaire sur les interventions du public qu'on a eues, ou ça va? Bon. En fait, je voulais juste dire que c'est ça que, dans le fond, c'est ça que la Maison de développement durable est un endroit hétérogène dans un sens, multicomposite, puis que sa fonction de médiation artistique, puis culturelle et sociale est vraiment incluse dans sa mission, puis ses activités. Puis ça, c'est évidemment rassemblé dans une perspective stratégique. Donc, c'est ça, que du fait de sa situation géographique, du fait des organismes qui l'ont fondée, qui la composent, de ses activités, sa programmation, finalement, ça ne peut que aller de l'avant, puis c'est ça, que le pas de recul que la recherche a prise, que l'idée d'avoir comme, de devenir un milieu, plus de réflexion des acteurs culturels, puis je voudrais revenir aussi sur quelque chose que Mathieu a dit, c'est que la culture est au centre, mais je dirais qu'aussi la culture, c'est le cadre qui est autour de ce diagramme-là de Venn, qui permet justement de mettre en perspective puis de centrer le regard sur les objectifs du développement durable d'une façon qui serait peut-être discours, tu sais, dans le sens que c'est comme quelque chose qui nous habite, qui est en deçà même de notre érudition. Donc, c'est pour ça que j'ai fait cette recherche-là, que je crois aux arts pour contribuer aux avancements des enjeux du développement durable. C'est une belle conclusion, Maud Elvire, et dans les quelques minutes qui nous restent, je vais essayer de ramasser ça, de chacun de votre contribution qui nous aide beaucoup à la Maison de développement durable parce que de toute façon, on va co-construire la suite ensemble. On a amorcé quelques pistes de projets qui répondent pas à toutes les recommandations, là, mais qui répondent un peu, entre autres, par exemple, nous sommes présentement dans une révision de nos processus, là, de faire un audit environnemental pour être certain que on est exemplaire, donc de bâtir des indicateurs de résultats. Moi, c'est une critique là, qui est dans le rapport qui me touche parce qu'en tant que scientifique dans une autre vie, je suis sociologue, c'est important de mesurer ce qu'on fait. Tu sais. Donc, dans les prochains 6 mois, là, on va développer un tableau avec des indicateurs. Puis ça aussi, là, il va falloir mesurer l'impact qu'on a aussi dans les différentes expressions d'art qu'on va lier, qu'on va co-construire avec la maison. Il y avait des suggestions d'avoir des œuvres en permanence ou sporadiques, un peu un de notre projet, parce qu'on arrive au 10e anniversaire de la maison, donc on a un parcours muséal qui décrit comment la maison a été construite. On veut le réviser, fait qu'il y a il y aura de l'espace à réinventer ça, à faire un clin d'œil à Mathieu avec la biosphère ou d'autres musées à travers le Canada en étant dans la Maison de développement durable, du fait qu'on est au centre-ville. Et donc, dans la mission d'élargir le comité, c'est ensemble qu'on va réfléchir à toutes ces avenues-là. On a déjà amorcé, puis il y a un autre angle aussi d'inclure la culture dans la Maison de développement durable, mais on est en train de prendre, parce qu'on a eu des demandes du milieu de la culture,
un autre angle qui est de soutenir le milieu de la culture dans sa transition écologique. Alors, on a commencé ça avec une institution. Ça sera à elle de faire son annonce quand ça sera le temps, mais on veut devenir un accélérateur de transition écologique aussi pour le milieu de la culture. Donc, les deux angles. Donc, accueillir plus différemment, diversifier notre programmation, la rendre plus animée, innovante, etc., mais aussi accompagner, donc un échange un petit peu plus. Puis là, je vais fermer sur un clin d'œil un projet très, très concret dans cette vie pandémique qu'on a aidé beaucoup à animer une installation artistique temporaire cet été, l'été dernier, dans le centre-ville qui était presque désert. Une grande terre à jaune dans le parc à côté de la Maison de développement durable, conçue, réfléchie par le partenariat du quartier des spectacles, auquel on a participé dans la réflexion, auquel, si la maison, bon, en restant humble, là, on n'avait pas été là, ça n'aurait pas pu avoir lieu parce que la maison a servi de résidence pour les gens qui effectuaient la sécurité et puis de l'entreposage la nuit, etc. Donc, on participe dans quand vous dites sortez de vos murs, bien, on commence à le faire. On pourrait le faire 100 fois plus, c'est sûr, là. Mais c'est ce qu'on va planifier dans les prochains mois, les prochaines années avec votre aide. Merci beaucoup d'avoir été là. Et puis, je vous invite à suivre la programmation de la Maison de développement durable. Il y a toujours des réflexions super intéressantes et cette réflexion-ci va se retrouver là, en ligne. Alors, Maud Elvire, Christian, Jade, Mathieu, merci pour votre présence et participation active.